L'agence de notation Standard & Poor's qui accorde donc un répit à la France tout en mettant en garde contre l'instabilité politique. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Donc cette note de crédit de la France reste stable, elle est maintenue à double A- avec une perspective stable. Pourquoi est-ce que Standard & Poor's, l'agence américaine, donne encore une fois une chance, une dernière chance, on va dire, au gouvernement Barnier? Parce qu'on redoutait tous une dégradation au vu de la dérive de nos comptes publics. C'était une surprise, hein. Alors, d'abord, c'est une bonne surprise. C'est toujours bien d'avoir une bonne note, même si le travail n'est pas terrible. Donc, quand on a un prof qui est indulgent, et bien, ma foi, profitons-en. On a tous été dans cette situation de l'élève pas forcément modèle, qui était un petit peu surnoté à certains moments. Au-delà de la plaisanterie, eh bien, écoutez, en gros, ce qui est très intéressant, c'est de lire ce qu'a dit Standard Poor's et comment Standard Poor's a justifié son maintien de notes et surtout le maintien d'une perspective stable. Alors, je l'ai souligné, la raison pour laquelle Standard Poor's maintient une bonne note à la France, c'est que nous avons une économie riche et diversifiée, que nous appartenons à l'Union européenne et que nous avons une épargne privée élevée. Et en fait, à plusieurs reprises dans son dossier, Standard Poor's parle de l'épargne élevée, du taux d'épargne très élevé, de cette richesse monumentale accumulée par les épargnants français. Plusieurs fois le PIB, 14 000 milliards, plus de 14 000 milliards d'épargne nette des ménages, beaucoup plus si on raisonne en épargne pas nette. Bref, ce qui aujourd'hui garantit la stabilité de la note souveraine de la France, c'est la gestion prudente, méticuleuse, le taux d'épargne important des millions de Français qui sont des fourmis et pas de l'État impécunieux qui gère ce pays depuis maintenant 40 ans comme une bande de pieds nickelés qui est même pas capable d'établir un budget à peu près à l'équilibre. Depuis 50 ans, David, le dernier budget à l'équilibre, 1974. Une belle année. Dites-moi Charles, S&P Absolument. considère que, j'ai cru comprendre ça moi en creux, que la France réussirait peut-être, pourrait parvenir à rétablir et à consolider progressivement ses finances publiques. Est-ce que c'est le message en creux aussi qui a été délivré? Pas du tout. Quand on lit le dossier et le papier de Moody's, il croit pas du tout Pas au fait Moody's, que, Standard Poor's. pardon, Standard Poor's, j'ai un lapsus révélateur, il croit pas du tout au fait que la France va pouvoir retrouver une croissance et une trajectoire budgétaire parfaitement en ligne. D'ailleurs, ils ont un scénario pessimiste, un scénario positif dans leur note. Donc le scénario pessimiste, nous pourrions abaisser la note de la France si le gouvernement n'est pas en mesure de réduire ses importants déficits budgétaires ou si la croissance économique tombe en dessous de nos projections sur une période prolongée. C'est important ça, sur une période prolongée. Parce que compte tenu, encore une fois, de l'épargne des Français, et compte tenu de notre appartenance à l'Union européenne, eh bien d'un côté, les taux de la France, même s'ils montaient, devraient monter de manière relativement contenue ou mesurée. Et de toute manière, l'épargne des Français peut être taxée un peu, beaucoup, passionnément à la folie et au taux qu'il faut pour assurer la solvabilité sur une période plus ou moins prolongée. Le scénario positif de Standard Poor's, c'est nous pourrions relever les notes si le déficit budgétaire de la France se réduit beaucoup plus rapidement que Hmm. prévu, tandis que la croissance économique s'accélère, mettant le ratio dette publique nette sur PIB sur une trajectoire descendante. Donc OK, Charles, ça, ça veut ils le dire, disent. ouais, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, le Standard Poor's, et c'est pourtant là-dessus qu'on les attend, ne se prononce pas sur la capacité, encore une fois, du gouvernement à redresser les finances publiques et à tenir cet objectif de 5% du déficit public tel qu'il se l'est engagé.
Non, alors non seulement c'est pas ça qui justifie le maintien de la note, mais de surcroît, dans le papier, enfin dans l'analyse et dans le compte-rendu, dans le bulletin de notes qu'ils nous donnent, ils disent même plutôt un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'en creux, on y lit plutôt que il va être très difficile pour la France de maintenir cette trajectoire de redressement des finances publiques, surtout compte tenu évidemment de l'incertitude politique qui a tendance à tout bloquer. Mais encore une fois, l'agence de notation, elle scinde le très court terme du moyen ou long terme. Donc, sur moyen ou long terme, ils n'y croient pas trop. D'ailleurs, ils anticipent plutôt une dégradation du ratio dette sur PIB. Ils le voient à 116% en 2027, donc ils le voient en augmentation avec un accroissement vraiment significatif de la dette publique française. Donc non, c'est ce qui maintient, ce qui, encore une fois, à mon sens, permet à Standard Poor's de justifier ce maintien de note souveraine, c'est vraiment l'appartenance à la zone euro, l'appartenance à l'Union européenne et bien entendu l'épargne des ménages qui est très 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 importante et donc qui est évidemment un réservoir de taxation possible pour pouvoir payer les intérêts de la dette. Est-ce que Standard Poor's ne fait pas un petit peu de politique aussi en ne voulant pas jeter de l'huile sur le feu? Je n'osais pas vous le dire, David. Merci, merci de le noter et de poser le sujet. On peut penser que oui, Standard Poor's fait de la politique, notamment parce que nous sommes notés AA- et que si nous étions dégradés ou que si Standard Poor's disait que nous allions être dégradés en raison d'une perspective négative, eh bien la dette française changerait de catégorie de qualité. Ça, c'est le premier élément et c'est un élément qui est très important parce qu'en changeant de qualité, ça oblige un certain nombre de fonds qui doivent avoir que des qualités premium et topissimes d'emprunteurs, et ben ça les oblige à faire des arbitrages et donc à ce moment-là, on a des ventes automatiques de la dette qui est dégradée dans des proportions qui peuvent être importantes et donc générer une crise financière. Et très clairement, là, Standard Poor's prend la décision de ne pas être celui par qui la crise financière va arriver, de ne pas être le catalyseur d'une attaque des marchés, l'étincelle qui met le feu aux poudres ou la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc très clairement, en ce sens, oui David, vous avez raison, il y a aussi une dimension qui est très politique Hmm. à ce maintien de la notation souveraine de la France. Charles, on finit là-dessus. Est-ce que Standard Poor's laisse entendre une censure, un renversement du gouvernement Barnier, quel qu'il soit, qu'il arrive sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, sur le budget, où tout est possible. Encore une fois, ça se trouve, il n'y aura même pas de 49.3 aujourd'hui. En tout cas, voilà, est-ce que, en creux, Standard Poor's laisse entendre qu'une chute du gouvernement Barnier remettrait tout ça en cause? Alors non, quand on lit attentivement le communiqué de l'agence de notation, c'est pas ce qui est dit. Ils prennent en compte cette instabilité politique. Et encore une fois, ils expliquent que de toute manière, quel que soit, et ça c'est vraiment sur le, et c'est assez logique. Hein, là pour le coup, c'est pas que de l'indulgence, David. Si on raisonne bien d'un point de vue analytique, cette instabilité budgétaire là, qui est liée à l'instabilité politique que nous connaissons aujourd'hui, elle va trouver sa résolution dans un délai relativement court, soit parce qu'il y aura une nouvelle dissolution l'été prochain, soit parce qu'il y aura une dissolution, soit parce qu'il y aura une démission du président de la République, soit parce qu'il y aura, on l'avait évoqué, s'il y a trop de bazar ou trop de complexité, pourquoi pas la mise en application de l'article 16 pour débloquer un blocage institutionnel qui mettrait en péril les institutions et la stabilité de la France et nos engagements internationaux. On avait regardé que c'était possible potentiellement, en tout cas juridiquement et constitutionnellement parlant. Pas dire que ça va être fait. C'est une des éventualités possibles. Donc, si on regarde bien, et Standard Poor's le sait, cette instabilité politique, elle va trouver à un moment donné un règlement qui va nous convenir ou pas nous convenir, mais ça va trouver une solution. Et cette solution, globalement, elle va se trouver dans les 12 mois qui viennent, quelle que soit la manière dont ça va se résoudre. Donc ça, c'est le court terme. Bon, bah, dans le court terme, on expédiera les affaires courantes, les ministres expédieront les affaires courantes, et puis cas un cas, ça tiendra ce qu'il faut. Et puis, bah, quand il y aura
à nouveau retour vers de la stabilité économique, et ben là, on pourra essayer de retrouver une construction budgétaire plus cohérente avec une trajectoire plus rassurante pour les marchés. Donc, c'est ça que scinde Standard Poor's. Euh, Ils ont plutôt raison. Ils ont plutôt raison. Il y a quand même une forme d'inertie. La dette française la France reste solvable dans le sens où, encore une fois, il y a un tel taux d'épargne, un tel degré de richesse qu'à très court terme, il ne peut pas y avoir d'incident de crédit significatif sur la dette française. Il peut y avoir du stress, il peut y avoir un peu de tension, peut y avoir des inquiétudes, mais certainement pas, compte tenu encore une fois de l'épargne disponible des ménages, vous taxez à 1% l'épargne des ménages et vous réglez un problème de solvabilité pour les 5 années qui viennent. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles, salut. Merci David. Même si ça ne fait pas plaisir aux épargnants. Of course.